Imagine que tu entres dans un hôpital psychiatrique. Tu dis que tu entends des voix, on t'interne. Tu arrêtes les mensonges et dis la vérité. Mais personne ne te croit. Tu es maintenant officiellement malade. Tu ne peux plus sortir. Cette histoire, c'est pas un film, c'est ce qui est arrivé à 8 personnes en 1973. Bienvenue dans l'expérience de Rosenan. Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. On t'arrive avec un sujet assez chaud patate et même peut-être un titre qui a attiré ton attention, mais tu vas comprendre pourquoi on te dit ici de ne jamais mettre les pieds en psychiatrie. Exactement. Alors toi qui nous écoutes, peut-être que tu te poses la question de qu'est-ce que cette fameuse expérience? Eh bien en fait, on te vient avec une histoire et on va te raconter cette véritable histoire qui a eu lieu en 1973. Nous sommes en 1973. 8 personnes parfaitement saines d'esprit se présentent dans différents hôpitaux psychiatriques à travers les États-Unis. Aucune pathologie, aucun antécédent. Juste 3 mots qu'ils prononcent à l'admission. Empty, hollow, thud. Traduction, vide, creux, boom. C'est la seule chose qu'ils simulent. Et pourtant, tous seront diagnostiqués comme schizophrènes ou psychotiques. Une fois internés, ils arrêtent leur rôle. Ils répondent normalement, se comportent de manière cohérente, calme, rationnelle. Mais rien n'y fait. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est désormais interprété à travers le prisme de la maladie mentale. Certains resteront enfermés plus de 50 jours. Cette expérience, loin d'être une fiction, a été conçue par le psychologue David Rosenan pour poser une question dérangeante. Peut-on vraiment faire la différence entre une personne saine et une personne malade quand on est déjà convaincu du diagnostic? Bienvenue dans l'expérience de Rosenan, l'une des études les plus troublantes de l'histoire de la psychiatrie. L'étude provoque un scandale. Les hôpitaux mis en cause se défendent avec vigueur. Ils défient Rosenan. Très bien, envoyez-nous de faux patients et cette fois-ci, on les repérera. Rosenan accepte. Pendant 3 mois, le personnel d'un hôpital surveille chaque nouvelle admission. Ils sont en alerte permanente. Sur 193 patients, 41 sont jugés suspects et 19 sont identifiés avec certitude comme étant des imposteurs. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que Rosenan n'a envoyé personne. Pas un seul faux patient. Tous les malades étaient bien réels. Ce renversement brutal expose une vérité glaçante. Lorsqu'on cherche la folie, on finit par la voir. Même là où elle n'existe pas. Merci Julien pour cette magnifique histoire que tu viens de nous raconter et que je rappelle Grand plaisir. est une histoire vraie en fait. Elle a vraiment Absolument. choqué, chamboulé le monde de la psychiatrie à une époque où peut-être même on ne la remettait même pas en question. Et en fait, pourquoi on voulait te parler de ce sujet? Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à apprendre de cette histoire, encore à notre époque, puisqu'il y a des choses qui ont bougé, pas dans tous les pays, C'est toujours d'actualité. mais c'est toujours d'actualité. Oui, exactement. Mhm. Et plus encore, c'est que même dans notre métier de coach, en fait, les leçons qu'on apprend de cette expérience de Rosenan s'appliquent. Absolument. Alors effectivement, il y a des choses qui s'appliquent encore aujourd'hui, il y a encore des situations comme celle-ci qui se produisent. Bien sûr, pas dans toutes les institutions, pas avec tous les professionnels, mais il reste encore beaucoup de professionnels qui vont faire prévaloir leurs a priori et leur perception déjà préétablie des choses, plutôt que d'observer et de sortir d'une grille de lecture. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on en parle, Samir, mais il y a tout un courant en psychologie, en psychiatrie, qui essaye justement de faire évoluer les choses en nommant le fait que les grilles de lecture qu'on utilise, les grilles de lecture qui sont mises en avant pour diagnostiquer, ne sont peut-être pas si fiables qu'elles y paraissent et que malheureusement, eh bien, sur 100 personnes aujourd'hui qui vont être prises en charge et médicamentées, il est possible qu'en réalité, il y ait seulement que 15, 20, peut-être 30% au maximum
qui ont réellement besoin d'avoir un traitement et que le reste fonctionne avec des choses qu'ils ne devraient même pas avoir dans leur quotidien. Ouais, ouais, exactement, ouais. Peut-être que justement on pourrait expliquer ce qu'elle révèle cette fameuse expérience. En fait, d'un côté, dans le système psychiatrique, ce qu'elle nous révèle, c'est qu'il y a une subjectivité de diagnostic, exactement ce que tu viens de dire, Julien. Qu'on le veuille ou pas, ouais. Ouais, Tout à qu'on fait. le veuille ou pas, ouais. Ensuite, ce qu'elle nous montre, c'est la puissance des étiquettes. Alors, nous, on l'enseigne tout le temps à nos coachs que il faut faire attention de ne pas poser des étiquettes sur nos clients parce qu'en fait, ces étiquettes ont un pouvoir puissant. Elles vont conditionner leur réalité, mais en plus, elles vont conditionner ta réalité en tant que coach parce que à partir du moment où tu colles une étiquette sur quelqu'un, en fait, tu vas fonctionner avec tes biais, tu vas avoir un biais sur la personne et tu ne vas voir que ça. Et toi qui nous écoutes, je suis sûr et certain que tu as déjà flagué une personne, donc tu as déjà étiqueté une personne comme étant mauvaise, méchante, infréquentable. Et en fait, peut-être que cette personne, elle est adorable, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle a plein de qualités. En fait, tu les verras pas parce que c'est trop tard. Tu as collé cette étiquette. Tu sais, je me rappelle à l'école, Julien, des fois j'arrivais dans une classe et t'avais un élève qui avait redoublé, qui commence à dire à tout le monde ce prof-là est horrible, il est mauvais, il est méchant, il est injuste, parfois même il est raciste par exemple. Et en fait, t'as beaucoup de gens dans la classe qui prennent ce qu'ils ont entendu et c'est fini, ils ont collé l'étiquette. Toute l'année, ils vont voir ce professeur comme ça. Et d'autres qui ne vont pas écouter ou qui vont dépasser tout ça et qui vont être capables de voir justement les côtés positifs. Ça m'est arrivé plein de fois d'arriver dans une classe et puis on me dit tiens, ce prof-là, il est pas bien. Et au final, après, je me rends compte que le prof est extraordinaire et que c'est avec ce prof-là que j'ai mes meilleures notes parce que justement, il arrive à me captiver. Il y a quelque chose qui résonne, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème des étiquettes. Et puis la troisième chose que nous révèle en tout cas que moi je voyais, que nous révèle cette expérience sur le système psychiatrique, c'est le manque d'écoute et la difficulté à voir l'individu au-delà du diagnostic. Dès qu'on l'a flagué, dès qu'on a mis cette étiquette-là, c'est terminé, c'est un fou. Et même quand il agit normalement, ou même, tu sais, qui peut manifester des compétences extraordinaires, là, on peut pas les voir. Et ça me rappelle un film. Le film s'appelle Capax avec Kevin Spacey. C'est un film que j'ai vu, Julien, au moins 10 fois, tu sais, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Je sais qu'il est sous-coté, mais moi, je l'ai trouvé extraordinaire et je pourrais encore le voir. En fait, c'est un mec, un super acteur aussi, Kevin ouais, Spacey. très très bon. Même s'il y a eu beaucoup de choses dans sa vie personnelle, sont sorties dans sa vie personnelle, qui ont fait que maintenant il a disparu des écrans. Mais oui, c'est un super acteur. C'est un très bon acteur. Et en fait, dans ce film-là, je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est une personne en fait qui dit être un alien, c'est un extraterrestre en fait, et qu'en fait on va interner en psychiatrie. Donc il voit un psychiatre, il parle tous les jours, etc. Et malgré le fait que il ne montre aucun signe de folie, qu'il a des capacités cognitives mais surdéveloppées, qu'il est super intelligent et que en fait même au travers de ce qu'il raconte là, il arrive à le prouver. En fait, on estime que c'est un fou et on va le garder dans psychiatrie jusqu'à la fin. Et malgré le fait que le psychiatre lui-même, à certains moments, se remet en question. Et malgré le fait même qu'il arrive à guérir des personnes en psychiatrie parce qu'il a cette capacité d'écoute que les psychiatres n'ont pas. Tu sais, de voir au-delà du truc. Donc c'est un film qui est extraordinaire et je trouve qu'il est très révélateur de malheureusement tout ce système-là. Ouais, tout à fait. Effectivement, là, tu nommais que c'était présent dans le système psychiatrique, mais c'est présent dans plein d'autres domaines, en fait. On va retrouver beaucoup ça. C'est ce côté où finalement ton expertise prend le dessus, t'écoutes plus vraiment ce qui se passe. Il y a une situation, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place dans les autres domaines aussi de la santé, où on commence à prendre de plus en plus le patient comme expert de sa maladie. Et finalement, on a ce qu'on apprend, ce que les études nous disent, mais on s'en remet aussi beaucoup plus. Et je trouve que c'est une excellente chose, justement, d'être à l'écoute des patients qui vont te dire, regarde, moi, ce traitement-là, voilà ce qui m'amène. Voilà ce qui fonctionne le mieux pour moi. J'ai commencé à remarquer que depuis que je mange plus de ça et que je mange moins de ça, c'est plus efficace.
Et peut-être que toi qui nous écoutes, tu as peut-être déjà eu ce dialogue avec ton médecin traitant, ton médecin de famille ou un spécialiste où tu disais c'est marrant mais j'ai observé telle chose ou j'ai fait telle et telle chose et j'ai l'impression que ça va mieux. Et peut-être qu'en face de toi, tu as eu un professionnel qui t'a dit non mais je connais mon métier, c'est pas vous qui allez m'apprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, vous écoutez ce que je vous dis, et en fait qui a pas du tout tenu compte de ta vision ni de ton expérience et qui s'est pas enrichi justement de tout ça. Et on pourrait raccrocher ça justement à ce que cette expérience révèle de j'ai mon expertise, j'ai mon apprentissage, je suis au-dessus, je sais ce qu'il en est, c'est moi qui fais les diagnostics, donc j'ai raison. Après, c'est pas pour rien qu'il existe des contre-diagnostics, c'est pour justement éviter de tomber dans ce genre de pièges qui peuvent arriver dans n'importe quelle situation. Le point aussi qui est à noter ici, c'est que collectivement, ça va tous nous toucher parce que il y a une peur de la différence et il y a une peur de la folie qui est quand même présente. Je veux pas finir chez les fous, je veux pas passer pour un dingue, je veux pas passer pour un brinzingue, etc. Bon, cette peur-là, elle peut faire que on va nommer, pointer du doigt finalement les problématiques de l'autre en disant mais lui il est pas normal ou elle est pas fonctionnelle ou ceci ou cela. Donc dès que c'est différent, ça vient naturellement nous déranger. Ensuite, notre besoin de tout classer. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Notre cerveau fonctionne comme ça. Il a besoin de classer, il a besoin de trier, il a besoin de faire des catégories. Donc classer, définir, diagnostiquer, c'est un biais de fonctionnement naturel, mais qui a ses effets un petit peu néfastes, un petit peu négatifs, selon jusqu'où on les pousse. Il y a aussi le biais de confirmation. On voit ce qu'on s'attend à voir. Et ça, c'est terrible. Parce que, techniquement, si tu te dis, il y a quelqu'un qui vient dans mon service de psychiatrie, c'est que il doit y avoir un problème quelque part. Donc, il y a déjà une anticipation de, il y a telle problématique. Mais c'est vraiment le souci, c'est de se dire, bon, les psychiatres sont touchés par ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Mais en fait, t'es touché par ça aussi. Parce que quand t'es convaincu que t'as quelque chose qui va pas et que tu vas voir Docteur Google pour te renseigner, tu vas en fait, sans t'en rendre compte, poser des questions, chercher des mots-clés, et même avec l'IA, ça va être pareil, où tu vas en fait pousser le système à répondre à ce que tu attends de trouver, à ce que tu attends d'avoir comme réponse. Et ça, c'est très problématique parce que c'est un biais de confirmation qu'on a tous en nous, et si on n'est pas vigilant, on se fait avoir au premier tournant parce que on va poser la mauvaise question, on va chercher la mauvaise info, on va regarder le mauvais truc qui va faire que j'avais raison de penser ça. C'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Et en fait, cette validation qui va se passer dans ton esprit, elle est très problématique parce qu'une fois que tu l'as adoptée, elle va comme se verrouiller et ça va être très compliqué de prendre du recul à nouveau. Donc le mieux, c'est vraiment de douter de nos certitudes, de douter de ce qu'on pense devoir trouver ou observer. Et d'ailleurs, on enseigne beaucoup à nos étudiants, Samir, à l'Institut, c'est ce côté où vous faites des hypothèses, mais vous n'en achetez aucune. Vous les testez. Vous les testez, vous les testez, vous les testez. Vous partez pas du principe que j'ai une hypothèse qui tient la route, donc c'est que ça doit être ça. Non, t'en sais rien. Tu testes, tu pratiques, tu testes, tu pratiques, tu testes, tu pratiques. Et à force, en fait, ça nous permet de conditionner notre manière de réfléchir, de penser, de nous positionner par rapport aux choses. Et on a en fait naturellement un esprit beaucoup plus critique, y compris envers nous-mêmes, envers notre manière de penser et de réfléchir, parce qu'on met des filtres là-dessus. Et puis, le dernier point peut-être qu'on peut nommer ici, sur le fait que ça nous touche tous collectivement, c'est ce que ça dit sur le regard social, l'autorité médicale, la stigmatisation, parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant cette expérience et ce qui continue à se passer encore aujourd'hui, parce qu'on s'entend qu'on est sur une expérience de 1973. On est en 2025. On peut se dire, depuis, on a appris, il y a plein de choses qui ont changé, ça a évolué, c'est plus du tout la même chose. Si, c'est toujours la même chose, en fait. On est toujours soumis au même biais. On est toujours soumis, en fait, aux mêmes dynamiques à l'intérieur de nous. On n'a pas tant évolué que ça. D'accord? Donc, vraiment, de faire attention, parce qu'on est tous concernés pour n'importe quel sujet. Totalement, Julien. Merci du coup d'avoir partagé cette partie-là, effectivement, parce que au-delà effectivement du système psychiatrique, nous-mêmes, on est concernés parce que on a des biais et on réagit de la même façon, mais à titre individuel, dans beaucoup
beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, Julien, on disait aussi que, en fait, c'est toujours pareil, quelque part. Que ça n'a pas totalement changé. Bon, il y a eu des évolutions, mais que quelque Heureusement. part, en fait, malheureusement, c'est encore d'actualité, tout ça. Et si on parle de la question de la psychiatrie, elle a évolué, d'accord? La psychiatrie, elle a évolué. Et tu vois, aujourd'hui, on a des diagnostics qui sont beaucoup plus précis. On a le DSM, donc on a quand même des manuels qui permettent je te dirais, de mettre beaucoup plus facilement le doigt sur certaines choses. On avait le CIM-11 aussi. On avait parlé de celui-ci qui était un peu plus large parce que ça comprenait pas que les maladies ou les troubles mentaux. Ça comprend aussi les maladies en tout genre, d'accord? Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des ouvrages qui nous permettent de mettre le doigt sur ces choses-là que la psychiatrie, elle ne cause pas encore des dégâts. Et pourquoi? Parce que si, encore une fois, c'est ce que tu disais, Julien, si le professionnel qui se réfère à ces ouvrages est trop rigide, malheureusement, il va tomber dans les pièges, en fait. Et on va se retrouver avec des personnes qui peut-être vont avoir quelque chose qui est pas trop grave et qui va se retrouver soit mis sous traitement alors que normalement il en avait pas besoin, soit envoyé dans des établissements psychiatriques ou spécialisés alors qu'au final il en avait pas besoin et que tu sais ça méritait juste peut-être une petite intervention, de l'écoute ou autre, et qui après parce qu'il va se retrouver dans un environnement où il y aura des gens qui auront des troubles lourds, lui-même va finir par les développer parce que comme on le sait, Julien, notre environnement a un impact sur nous, mais en plus ce qui se passe dans ces environnements-là, parce que très souvent c'est très très froid, tu sais, on traite les gens un peu comme du bétail, malheureusement, en fait tu vas finir par développer des troubles derrière par ce que tu vis, par l'environnement, et en plus parce que tu vas finir par te poser des questions au bout d'un moment. Et si j'étais pas fou, parce que on m'a diagnostiqué fou, ou on m'a diagnostiqué avec ce trouble. Il suffit juste de voir le nombre de personnes qui ont eu un diagnostic, en fait, sur une particularité de fonctionnement, sur un profil atypique ou autre chose, pour qu'en fait, on se rende compte qu'une très grande partie vont venir se réfugier derrière cette étiquette, derrière ce diagnostic, ce label, en fait, qui est posé, pour venir expliquer à tour de bras, non mais tu sais, moi c'est parce que je suis ça, c'est parce que je suis ça. Et en fait, il y a cette problématique-là. Mais tu sais, tu parlais de ça et m'est revenu en tête une situation qui s'est produite là dans la région dans laquelle j'habite, au Québec. Okay. Il y avait un orthopédiste, donc quelqu'un qui s'occupe justement d'accompagner les problématiques liées justement à toutes les articulations, tous les membres, etc. Et en fait, ce chirurgien orthopédique avait une patiente qui était venue le voir et il lui avait dit, écoutez, mes collègues pensent que ce serait bien qu'on vous ampute de ce membre-là. Je pense qu'on pourrait tester quelque chose avant pour que ce soit peut-être un moyen de sauver ce membre. Il y a peut-être un moyen de faire quelque chose. Et en fait, il s'est retrouvé devant une levée de bouclier de tout le système, de ses collègues qui étaient tout autour, qui en fait lui ont globalement dit que c'était un grand malade et que c'était du n'importe quoi et qu'il fallait impérativement opérer cette personne-là. Alors que, a priori, j'ai une partie de l'histoire, d'accord? Ça veut pas dire que j'ai toute l'histoire, mais dans la partie de l'histoire, en tout cas, que j'ai, c'est, oui, mais en fait, on peut tester autre chose avant, qui ne mettra pas en danger la personne, qui ne remettra pas en question, la solution finale de l'amputation si jamais c'était nécessaire, mais on peut peut-être l'éviter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement les autres professionnels ont interdit à cette femme-là de suivre les recommandations de cet avis différent du commun, et ils ont fait en sorte que ce médecin-là perde sa licence d'exercice et ne puisse plus faire son métier parce qu'il n'était pas d'accord avec le reste du collège. Donc, est-ce que il y a d'autres choses à prendre en compte? Probablement, mais c'est aussi de voir que parfois, parce que il y a un collègue qui a dit telle chose, oui, mais si mon collègue il vous a dit que c'était ça, c'était ça. Oui, mais si je demande justement à ce qu'il y ait une contre-expertise, qu'il y ait une vision différente, qu'on observe les choses différemment, des fois on n'a pas toujours
les réponses qui nous permettent d'avoir plus de clarté, plus de compréhension. Et du coup, il y a plein de dérives. Et comme tu le disais, c'est tout ce qui est surmédicalisation, erreur de diagnostic, stigmatisation persistante, justement par rapport à tout ça. Ouais, exact. Ouais. Merci pour ce partage-là. Et tu vois, tu t'as dit un truc, c'est toutes les personnes qui ont été diagnostiquées à un moment parce qu'ils avaient une particularité. Et ça me rappelle une histoire vraie aussi, mais je ne me rappelle pas de tous les détails, Julien. C'était une personne qui était surdouée. C'était une personne qui était surdouée, en fait, qui était connue, en fait. Parce que je sais pas si c'était un chercheur ou il y avait quelque chose, en fait. Et en fait, qui a été mis, pareil, dans un établissement psychiatrique parce qu'on avait estimé, en fait, que, il présentait des signes de troubles, alors que il y a eu beaucoup de gens qui étaient surdoués à l'époque, en fait, qui avaient une surdouance, qui se sont retrouvés en psychiatrie. Et donc cette personne-là, j'avais oublié, mais il me semble que c'était un scientifique, peut-être un mathématicien, quelque chose comme ça. Après, il y avait une autre histoire, c'était un poète, Antonin Artaud, qui lui était très probablement HPI, hypersensible, et il avait une créativité hors norme en tout cas. Mais aujourd'hui, avec le recul, en fait, ce qui revient, c'est que c'était certainement un HPI, un hypersensible. Et en fait, il avait été interné à plusieurs reprises en fait en psychiatrie, à tort, où il avait subi malheureusement des sévices, parce que il a subi des électrochocs à répétition pour pouvoir le guérir, soi-disant. Et avec le temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes qui reconsidèrent son cas en se disant, en fait, on pense plus que c'était quelqu'un qui était incompris, trop sensible, ou peut-être un peu trop lucide pour son époque. Et en fait, Antonin Artaud il y a une parole qui nous vient de lui à un moment qu'il avait dit, en fait, qu'on lui avait inculqué la folie pour qu'il ne gêne pas. Et ça, en fait, c'est vrai que tu vois, à une époque, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient un haut potentiel, qui se sont retrouvées, en fait, à une certaine époque en psychiatrie, parce que, en fait, ils sortaient de la norme. Parce que le truc, c'est que comment est-ce qu'en plus, sans parler de ces cas-là spécifiquement, imagine un petit peu que tu sois sain d'esprit, mais que tu aies peut-être des difficultés en ce moment, ou que tu aies des choses qui viennent te chercher et qui t'amènent à être moins aligné et moins ancré dans ton expérience du quotidien. Et là, tu as des professionnels de santé qui sont considérés comme des dieux vivants dans plein de situations où tu ne les remets pas en question. Ils ont la vérité, ils ont les connaissances, ils ont fait les études, ils ont l'expérience, tu leur fais pleinement confiance. Et tu as ces gens-là qui viennent te chercher, qui te foutent entre quatre murs et qui te filent des médicaments. Et toi, tous les jours, tu leur dis, mais non, mais j'ai pas de problème, en fait. J'ai pas de souci, il y a un truc qui allait pas bien, mais là maintenant ça va mieux, etc. Et tous les jours, en fait, on te dit que, non, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Mais, en fait, t'as un problème, t'as quelque chose à résoudre. T'as des choses à régler. Et on en avait déjà parlé, alors déjà en cours, on en avait parlé pour sûr, mais je crois aussi dans des podcasts précédents, on avait déjà évoqué cette problématique de ce qu'on appelle la iatrogénèse et aussi cette polémique, mais c'est même plus qu'une polémique parce que c'est une vraie problématique qui ressort, où finalement on se retrouve avec des personnes qui sont convaincues d'avoir vécu des traumas durant leur enfance, de viol, d'inceste, de manipulation, de tout un tas de choses qui ne sont globalement jamais arrivées à ces personnes-là et qui sont en fait des personnes qui ont été accompagnées pour différentes problématiques, mais les psys qu'il y avait derrière, on dit, regarde, t'as tous les symptômes, ça veut dire que c'est ça, ça veut dire que t'as eu un trauma, ça veut dire que t'as eu un inceste, ça veut dire que t'as été violé, ça veut dire que t'as été manipulé, ça veut dire que... En gros, ils mettaient des étiquettes. Et quand t'as un professionnel en face de toi qui te met des étiquettes précises sur qu'est-ce qui explique ce que t'es en train de vivre, que toi-même t'arrives pas à expliquer, qu'est-ce que tu fais? Tu crées de la cohérence dans ton cerveau. Et en fait, je dis pas que toutes les personnes à qui on a dit, regarde, t'as probablement vécu ça, que c'est une construction du mental. D'accord? Attention. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées à se fabriquer des souvenirs, à détruire leurs liens familiaux, à mettre des personnes dans des procédures judiciaires même, complexes, qui ont détruit des vies, pour que plusieurs années plus tard, et en fouillant plus, en se disant,
ah merde, peut-être qu'en fait, il s'est rien passé. Peut-être qu'en fait, ce souvenir-là, je l'ai construit parce que j'avais un professionnel ou une professionnelle en face de moi qui avait mis cette foutue étiquette et qui m'a dit non, c'est ça. Faut trouver, en fait, la raison qu'il y a derrière. Donc, c'est très compliqué. Et là, on n'est pas en train de faire on n'est pas dans un tribunal et on n'est pas en train de dire n'allez pas voir de psy, n'allez pas en psychiatrie, n'allez pas vous faire soigner, n'allez pas vous faire diagnostiquer, n'allez pas vous faire accompagner, ne prenez pas de traitement. C'est absolument pas ce qu'on est en train de dire. Parce que ça reste très important d'être accompagné et d'être guidé, mais c'est aussi important parfois d'avoir des avis différents, d'aller chercher une autre expertise pour voir un petit peu justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et si tu t'intéresses, toi qui nous écoutes, un minimum justement à la santé mentale, je t'invite à aller voir toutes les recherches qu'on met joyeusement de côté, qui nous montrent que le sport, l'alimentation, la spiritualité, les relations sociales, les activités de loisirs et tout un tas d'autres choses. Je t'invite à aller voir les recherches qui sont faites et qui démontrent noir sur blanc que dans la majorité des cas, ces simples activités et ces simples ajustements sont tout aussi efficaces que des molécules chimiques développées en laboratoire contre la dépression, et même dans certains cas, c'est encore plus efficace que de prendre un traitement. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas en prendre, ça ne veut pas dire qu'il faut pas soigner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être accompagné. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais d'être très vigilant parce que on a cette tendance à avoir besoin de mettre des étiquettes, à mettre des labels pour s'y retrouver. On a besoin de cohérence, on a besoin d'avoir des points de repère. Sauf que si les points de repère sont pas justes, si les points de repère sont négatifs, tout le reste va en découler. Je te rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de travailler, les petites filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'était des points de repère, c'était fixe, c'était figé, c'était une réalité de la société. Est-ce qu'on avait raison de penser comme ça il y a quelque temps en arrière? Pas nécessairement. Il n'y a pas si longtemps, les animaux n'avaient aucun droit. C'était des objets. On pouvait en faire ce qu'on voulait, comme on voulait. Sauf qu'on a évolué, on a changé nos points de repère, on a changé notre cadre de référence en se disant peut-être qu'on est des animaux à les traiter comme ça. Peut-être qu'ils méritent un peu plus de respect, peut-être qu'ils méritent un peu plus de reconnaissance, peut-être qu'ils méritent un peu plus de dignité que ce qu'on a pu leur accorder depuis plusieurs siècles. Fait qu'on fait très attention, les labels, on en a besoin, les cadres, les points de référence, on en a besoin tous. Mais après, c'est de se poser la question, est-ce que le cadre de référence que j'utilise, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est bénéfique? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que vraiment il m'aide à avancer, à progresser dans la bonne direction? Et malheureusement, il y a plein de cadres qu'on utilise encore aujourd'hui qui ne répondent pas à ces critères-là, mais on continue quand même de les utiliser. Donc, soyons vigilants et vigilantes les uns les autres par rapport à tout ça, parce que c'est grâce aussi à notre propre vigilance et de pas attendre qu'il y ait des institutions qui décident de changer ces points de vigilance. Ça nous appartient aussi, chacun à notre niveau, de faire en sorte qu'on aille dans une meilleure direction tous ensemble. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis là. Je sais pas pourquoi, ça me fait popper un truc. Il y a pas longtemps, j'avais vu, j'étais tombé sur le cas de une sœur de Kennedy, il me semble, je sais plus, c'était Rosemary Kennedy, qui avait été lobotomisée à une certaine époque. Bon, elle avait des difficultés d'apprentissage, des retards de développement, des troubles du comportement. Et en fait, pour régler le problème, on l'a lobotomisée, on en a fait un légume, et puis c'était terminé. Tu vois, voilà, fini. Et ça m'avait choqué cette histoire. Et j'ai appris en plus, quand j'ai entendu parler de cette histoire de Rosemary Kennedy, qu'il y a même des femmes qui ont été lobotomisées parce qu'elles n'étaient pas faciles à vivre, pour les rendre un peu plus dociles. Et je me suis dit, mais vous étiez des tarés à l'époque, c'est pas possible. Enfin, tu sais, il y a une époque, j'ai l'impression, ils étaient en roue libre, en fait, pour tester plein de choses, je sais pas. Et il y a eu des abominations parce que, comme tu dis, on colle une étiquette à quelque chose qui n'est pas commun ou parfois qui sort de la culture ou qui sort des croyances de l'époque. Donc, parce que tu ne fonctionnes pas comme tout le monde fonctionne, parce que tu fonctionnes hors culture, t'as une autre façon de penser, t'as une autre manière de te comporter des standards de l'époque, alors on considère que t'es fou, alors tu vas finir en hôpital psychiatrique, peut-être lobotomisé, peut-être sous
médicaments et en fait on t'a détruit ta vie à jamais. Mhm. Enfin bref, heureusement que ça a changé, heureusement, mais malgré ça, il y a encore Mhm. des gens aujourd'hui qui en souffrent. C'est pas fini en fait, c'est pas totalement fini. Non, 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 c'est ça, Et c'est pas fini. ouais, et j'imagine que certains pays ont fait d'énormes travaux en fait pour pouvoir Mhm. améliorer les choses, mais qu'il y a des pays où en fait les spécialistes continuent à croire dur comme fer en la théorie Ah bah et joyeusement, oui, oui. C'est ça me fait penser. Alors je sais plus de quel pays était ce personnage, mais c'était assez éloquent en fait, où il donnait un cours universitaire sur le fait que la Terre de toute façon était plate, qu'elle ne tournait pas, et il avait donné toute une explication sur en fait ce que faisaient les avions, et qu'en fait Mhm. un avion, bah ça volait Je pas me et que c'était rappelle, pas ouais. vrai. Mhm. Enfin, mais en fait, on juge ce genre de choses quand on regarde ça de notre côté, en se disant, mais enfin, les mecs, redescendez un peu là, qu'est-ce que vous avez fumé? Mettez-vous au courant, prenez l'avion, vous allez bien vous rendre compte de ce qui se passe et vous allez pouvoir observer. Tu sais, il n'y a pas des écrans sur les fenêtres qui te font croire que t'es dans les airs. Là. Fait Ouais. que il y a tout ça, mais en fait, ce qui est démontré par ces personnes qui ont, alors parfois pas de mauvaises intentions, et parfois il y en a parce que c'est un moyen de contrôler aussi les personnes qui sont ciblées justement par ces messages-là. Mhm. Ouais. Mais Et il y en a c'est de pour l'argent comprendre aussi, que parce il que y en faut a beaucoup pour pas l'argent, se cacher absolument. il y a certains États qui ont financé tout ça pour avoir des programmes de contrôle. Je sais qu'il y a un village en France où Mhm. la moitié je sais plus c'était quoi, c'est quel cas, je sais pas si tu t'en rappelles, Julien. C'est un village où tout le monde est devenu fou du jour au lendemain. Et on s'est rendu compte avec le temps que c'était les services secrets de je ne sais plus quel pays qui avaient Ah, fait un test c'était la CIA qui avait à la CIA. qui était passé au-dessus avec des avions d'épandage et qui avait délivré, administré de la drogue Ouais, en fait c'était par ça, ouais. pulvérisation au-dessus du village pour voir un peu ce que ça faisait parce que c'était Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, je Peut-être la pense. deuxième, ouais. Où effectivement ils avaient fait des essais et en se disant bah tiens ça pourrait être une arme, donc on va tester ça sur un petit village isolé, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que tu sais peut-être que bah c'est facile de juger quelqu'un qui te dit regarde les avions ça vole pas, puis ça existe pas, puis la terre elle est Ouais. plate et puis ça tourne pas, etc. C'est très facile de juger, mais ce qui se passe en fait quand tu observes ça, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une vérité intérieure qui est tellement ancrée et tellement, euh, bah c'est ça, tellement figée que de toute façon, tout va tourner autour de ça et les gens vont omettre des informations, vont supprimer des informations, vont distordre des informations pour que ça colle à ce qu'ils pensent déjà. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour Ouais. toi, Samir, c'est valable pour moi, c'est Ah valable oui, pour oui. toi qui nous écoutes, c'est valable pour tout le monde. Et si on n'est pas vigilant, eh ben on est tous des psychiatres en puissance qui vont enfermer des gens entre quatre murs, les médicamenter pour le reste de leur vie, alors qu'en fait ils allaient bien et qu'ils avaient juste un coup de mou ce jour-là. Ouais. Exact. Exactement. Bah, heureusement, en tout cas, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui élèvent leur voix pour une approche beaucoup plus humaine et plus Mhm. systémique. Parce que c'est ça aussi. La systémique, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que au moins, la systémique, elle permet de voir l'individu dans son ensemble. On prend pas juste une partie là, on élargit le spectre et on a cette Ouais. capacité de faire la différence entre bah tiens, il y a peut-être ça qui pose problème, c'est peut-être plus de l'ordre du comportement que de l'ordre du trouble parce que tu sais, je suis sûr et certain et ça on me l'a toujours dit à l'école que si on faisait le test là de psychiatrie, on est tous dingues en fait parce qu'on a des comportements qui sont pas alignés, des comportements qui sont bizarres à certains moments qu'on a Bien appris, sûr. il y a des dissonances cognitives, il y a des traumas qui ont causé des choses, qui ont laissé des traces. Et en fait, on est certainement tous dingues si on fait les tests là. Mais Mhm. si on utilise la systémique, on peut se rendre compte de ah bah tiens, celui-là il a peut-être des troubles narcissiques. Enfin, on pense qu'il a un trouble narcissique. Mais en fait, Mhm. si on le prend dans sa globalité, bah non, en fait, il a pas un Ouais, trouble est-ce narcissique. qu'il se Il a comporte des comme ça tout le temps? Est-ce comportements. que c'est tous les Ouais, jours qu'il est comme ça? Est-ce que c'est c'est ça. localisé dans un contexte particulier? Moi, je te mets au défi d'aller te poser à la bibliothèque, d'ouvrir le DSM, la Exactement. dernière version, et puis de regarder les descriptifs et de nous dire, je me suis reconnu dans aucune des maladies mentales. Exactement. Je te mets au défi. Et tu vas voir, en fait, que tu vas l'ouvrir. Il y a des choses qui vont pas du tout te parler. Parce que, bah, c'est pas toi, parce que t'as pas de comportement, en fait, lié à
justement ce qui est décrit, mais il y en a plein d'autres où tu vas regarder et là tu vas te dire ah merde, ça se trouve j'ai ça. Ah mais ça me ressemble vachement. Ah mais ça en ce moment c'est pas mal ça. Et en fait c'est là où il faut être hyper vigilant parce qu'en vrai tu peux pas juste t'appuyer sur ce qui est marqué sur le bouquin, c'est pas possible. Et j'allais te dire Julien, peut-être que si tu ne te retrouves dans aucune des maladies mentales du DSM, c'est peut-être qu'il y a un problème. Je plaisante, je plaisante. Non, j'ai pas envie de créer un programme dans la tête de la personne, tu sais. Ah, mais peut-être, hein. Peut-être que c'est un manque en tout cas, d'observation et de conscience de soi-même. Ça, c'est possible. Mais alors tout ça, ça nous apprend plein de choses et entre autres sur notre métier de coach. Parce que malgré tout, on est touché aussi dans cette dynamique. Donc ce qui est important, c'est de dépasser les étiquettes parce que ça façonne notre regard. Si tu colles une étiquette, tu risques de n'entendre que ce qui confirmera cette étiquette et tu vas passer à côté du système dans son ensemble. Tu vas passer en fait à côté de choses qui pourraient permettre à ton client d'avancer. Et c'est pour ça qu'on a des règles qu'on enseigne et qu'on rabâche à l'Institut. Entre autres, nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas nos résultats. Notre identité est une chose, notre manière de nous comporter en est une autre. Il peut y avoir un décalage entre les deux, ça arrive très souvent. À nous de faire en sorte d'opérationnaliser, comme on le dit en cours, l'identité dans le comportement pour qu'il y ait beaucoup plus d'alignement. Et ça, c'est un point sur lequel on travaille en profondeur. Mais pour faire ça, il faut qu'on garde une posture d'humilité parce que on ne sait pas mieux que nos clients, on n'a pas la vérité infuse, on n'a pas la science infuse, on n'a pas toutes les réponses, peu importe notre expérience, peu importe notre expertise développée, c'est toujours en fonction de la personne qui est en face. Et en fait, la seule chose qu'on doit savoir, c'est qu'on sait rien du tout. Le doute, quand il est bien utilisé, il permet d'accompagner avec plus de justesse. Donc ça, dans notre rôle de coach, c'est d'être dans nos certitudes sur on a des super outils, on a une super méthodologie de travail, mais on doit être dans l'incertitude totale, tout le temps, complète de je vais dans cette direction, je pose cette théorie, je fais cette supposition, je vais la tester pour voir si elle est valide ou pas. Et si elle n'est pas valide, alors je reviens en arrière. On est beaucoup dans une approche scientifique, dans notre manière de coacher Samir et de ce qu'on enseigne, parce que il n'y a pas de vérité absolue. Tu testes, tu fais une hypothèse, tu la testes. Si ça marche, tu continues d'avancer, tu vois jusqu'où elle t'emmène. Si ça marche pas, alors tu remets pas en question ton client, tu remets en question ton hypothèse et tu réajustes et tu fais différemment. Donc on est beaucoup sur cette dynamique-là qui est, à notre sens, beaucoup trop peu enseignée dans nos métiers. Et ça, c'est valable pour le coaching, mais c'est valable aussi pour le milieu thérapeutique, où parfois, on entend des choses, on voit des choses, on échange avec des pros de la relation d'aide, mais plus le côté thérapeutique, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Et d'autant plus, Julien, parce que tu parlais de l'approche scientifique, parce qu'on teste les hypothèses, d'autant plus que même si ça marche, on considère en tant que coach, en tout cas dans notre approche, Julien, toi et moi, et celle qu'on enseigne à nos étudiants, que cette approche, même si elle fonctionne avec un client, elle fonctionnera peut-être pas avec un autre. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est très déstabilisant, parce que quand on arrive en formation, on se dit « je vais apprendre des techniques, des méthodes, ça va marcher à tous les coups ». Non. Ce qui va marcher à tous les coups, c'est toi, ta capacité d'adaptation, ta flexibilité dans ton approche. Et avec tout ce qu'on donne, tu as largement de quoi être flexible. Mais c'est ça. Faut accepter la part de ce qui peut fonctionner avec une personne ne fonctionnera pas nécessairement avec une autre. Donc, on ne s'appuie pas sur des vérités toutes faites. On prend pas de raccourcis. On reste professionnel et on fait notre travail du mieux qu'on peut avec ce qu'on a entre les mains et avec notre client. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que, en fait, la stratégie du doute, c'est celle qui fonctionne le mieux. Encore une fois, doute, c'est dans une juste mesure, Julien. C'est pas douter de tout, encore une fois. Être sûr de tout, c'est très mauvais aussi, parce que c'est là où tu vas te planter. Et aussi, tu vas faire des dégâts avec tes clients. Donc, le doute à juste mesure, tu sais, remettre en question ton approche. C'est juste ça. Et si je testais autre chose? Et si ça fonctionne pas? Et si ce que je pense de mon client n'était pas vrai? Peut-être que j'ai collé des étiquettes. Et tout le temps de garder cette posture de OK, je vais prendre un peu de recul, je vais remettre en question ce que je pense savoir, l'analyse que j'ai faite,
et à ce moment-là de se réadapter. Parce que on l'a vu, hein, Julien, Tout à dans fait. l'expérience Dog School, à quel point avec les professeurs là, quand des professeurs avaient collé une étiquette sur un étudiant de dire lui il est mauvais, de toute façon il est foutu, en fait Mhm. ils étaient incapables de l'aider, même dans leur comportement ils sont incapables de l'aider, alors que l'expérience avait montré que au travers de ces fameux tests de QI qui étaient factices, qui étaient faux, que Ouais. dès qu'un prof s'est dit merde, moi je pensais qu'il était con cet étudiant, mais en fait il a un test de QI qui est super élevé, c'était faux, hein, d'accord, mais c'est ce qu'on leur a fait Mhm. croire. Le prof a changé son approche, il a changé son comportement avec l'étudiant, ce qui a fait que l'étudiant à ce moment-là était capable de déployer son potentiel, de déployer ses ressources pour voir Exactement. ses notes s'améliorer et en plus potentiellement de prendre goût Mhm. à l'enseignement en fait, à l'apprentissage. À Donc l'apprentissage, ouais. Ouais, c'est complètement. ouais, vraiment. Complètement. Ouais. Il y a aussi autre chose, Julien, qui peut déranger, c'est les croyances du coach Oui, justement qui peuvent tout à fait. influencer. Ouais. Et c'est la même chose en fait pour les soignants, pour les psychiatres, pour les thérapeutes, peu importe d'où tu viens, que pour les profs, pour nous-mêmes dans notre vie privée, dans notre vie de tous les jours. En fait, à Mhm. partir du moment où nos croyances prennent le dessus, on va commencer à voir la personne au travers de ce filtre-là. Les croyances, c'est un filtre. Tu sais, c'est comme le filtre Mhm. Instagram là. Tu mets filtre noir et blanc, tu mets filtre très coloré. En fait, en Mhm. fonction du filtre que tu vas mettre, tu vas voir le monde de cette façon-là. Si tu mets filtre rose, tu vas voir la vie en rose. Si tu mets filtre gris, tu vas voir la vie en gris. Et si en plus, ces filtres-là sont appliqués à des personnes, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que, Complètement. regarde, je suis sûr que toi qui nous écoutes, t'as parfois, je te dis, t'avais un biais sur une personne, mais quand tu parlais avec d'autres Mhm. personnes autour de toi, les gens te disaient non, mais il est extraordinaire, il est super, cette personne, je l'adore, etc. Et toi, t'es incapable de voir ces qualités que les autres voient chez lui. C'est peut-être Ouais, parce qu'il y a tes croyances qui viennent aussi un petit peu faire de la merde. ouais, complètement. Peut-être. Après, peut-être que tu vois des choses que les autres ne voient pas, mais c'est possible aussi que tes croyances viennent aussi. Ouais. Ouais, complètement. Bah, Mm. tout ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire. Faut travailler sur nous pour justement que tout ça, Ouais. ça se développe, que ça prenne la bonne dynamique, la bonne tournure. Et ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend du temps, des semaines, des mois, parfois des années, Ouais. avant de pouvoir être pleinement au clair avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors après, on peut aussi parler de tout ce qui est diagnostic et théorie. Ouais. On l'a dit, on fait très attention, ça a des limites. On a d'ailleurs un présupposé qu'on enseigne directement dès le début de la formation à l'Institut, qui est aucune théorie ne peut prévaloir sur l'expérience de l'individu. Aucune théorie ne peut expliquer un individu dans sa totalité, dans son entièreté. Donc on prend ça en compte, et du coup si on utilise des tests ou des diagnostics entre guillemets, parce que par exemple nous, Samir, avec nos clients, et on enseigne une partie de nos outils justement là-dessus, qu'on a développé à nos étudiants, c'est oui, il y a des tests qu'on peut passer, oui, il y a des questionnaires qu'on peut faire passer pour comprendre un petit peu la nature des réponses, la nature de ce qui ressort. Un des tests qui est le plus fiable aujourd'hui, c'est le test du Big Five ou le test Ouais. Océan, aussi qu'on appelle Océan en francophonie. Et en fait, ce test-là, c'est un des plus fiables parce qu'en fait, il y a tellement de recherches qui sont faites autour et il y a tellement de tests qui ont été faits, évalués et révisés et revus et reconfirmés qu'en fait, on se retrouve avec un test hyper qualitatif et hyper précis qui nous donne des pistes sur, tiens, c'est tel mode de fonctionnement que la personne a aujourd'hui. Voilà peut-être les lacunes qu'elle rencontre. Voilà un peu les difficultés qu'elle peut avoir. Mais c'est toujours pareil. On ne pose pas une étiquette pour dire, tu es ça. C'est de dire, Mm. là, à l'instant T, ce qu'on mesure, c'est telle chose. Et d'ailleurs, je me souviens de Igor et Grishka, qui ne sont plus de ce monde Ouais. aujourd'hui, Ouais. mais qui avaient mis justement en avant aussi, en lumière, toute l'hérésie du test de QI, en prouvant que si tu t'entraînes à faire des tests de QI très régulièrement, tu peux faire augmenter ton score de QI au final, Mm. parce que tu finiras par comprendre qu'est-ce qui est attendu comme réponse dans ce test, sans pour autant que tu sois en mesure d'expliquer pourquoi tu as donné cette réponse, mais parce que tu auras su reconnaître le pattern et que tu auras finalement développé justement ce truc-là. Alors, c'est toujours mis en application, les tests de QI sont toujours validés, ils sont toujours utilisés dans plein de cadres, mais peut-être que cette personne-là à qui tu donnes un QI qui est très faible,
Si tu l'entraînes suffisamment et que tu lui expliques suffisamment ce qui est attendu dans le test, alors son QI va augmenter et tu auras un score qui sera bien différent. Donc nous, on essaye toujours de faire attention à ça et on est toujours vigilant aussi face à un client ou une cliente qui vient nous voir et qui nous dit « tu sais, moi j'ai été diagnostiqué ceci ou cela ». Alors, on prend toujours la température, surtout en lien avec peut-être les difficultés émotionnelles ou les troubles de santé mentale qui peuvent être présents, parce que ça, on ne les remettra pas en question, et on va ajuster notre accompagnement en fonction de ce qui va se présenter. Mais toutes les personnes qui viennent en mode « tu sais, moi j'ai passé mon test, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait tel test, on m'a dit que j'étais ça, etc. » On prend, on met de côté, et finalement, on s'en occupe que très peu, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'instant T de la personne, où est-ce qu'elle en est maintenant, et comment est-ce qu'on peut l'accompagner, sans nécessairement tenir compte, justement, de ce qui a été évalué à travers des tests, et des machins, et des trucs, et des bidules, qui, souvent, en fait, quand on avance avec le client, il y a beaucoup de remises en question qui se font, parce que là, on se rend compte qu'en fait, le problème, il est peut-être pas là où on pensait. Et là, je pense, entre autres, aux personnes à qui on va diagnostiquer qu'ils ont un trouble de l'attention. Et là, de se rendre compte, c'est marrant, mais t'as vu, quand tu manges plus telle chose pendant 3 semaines, t'as plus du tout le même niveau d'inattention. Tiens, c'est marrant, quand tu arrêtes de faire cette activité-là, ça a l'air de mieux fonctionner pour toi. Tiens, c'est Quand tu marrant, fais un quand tu passes sevrage des plus réseaux de temps. sociaux. Quand tu fais un sevrage des réseaux sociaux ou quand tu passes moins de temps avec ces personnes-là et plus avec d'autres, tiens, c'est marrant, ta stabilité, elle est beaucoup plus posée. Ta beaucoup plus stabilité. La stabilité. Exactement. je te taquine. Non, mais c'est bien, des fois j'ai la langue qui fourche. J'invente des mots. Si tu savais. C'est très drôle des fois. Oui. Le nombre de fois que tu me reprends... Le nombre de fois que tu me reprends, là, c'était ma petite vengeance personnelle, là, pour une fois que je peux trouver le truc. La porte était grande ouverte. Tu te venges. Et ça, c'est parce que je passe trop de temps avec toi, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah bah merci. Ah bah voilà, allez. Oh le salopard. Le mec, il m'a fait miroir, cartoono. Hop. Allez. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de manipulation, et c'est les pervers narcissiques qui font ça. Oula, avec qui je me suis engagé, Julien? Oulala. Mais je te rassure, je ne suis pas pervers narcissique. Non. Depuis le temps que je te connais. Non, tu le saurais depuis le temps. Tu l'aurais repéré. Et d'ailleurs, je ne... en fait, si, il y a peut-être un point qu'on peut nommer ici. Si jamais tu fais partie de la team de celles et ceux qui ont malheureusement subi des perverses narcissiques dans leur vie, il faut savoir que si tu travailles pas sur toi, il y a des chances que tu reproduises en fait des schémas narcissiques que tu as appris par le temps et par la répétition, mais qui ne définissent pas que tu es cette personne-là. Donc après voilà, j'ai joué la carte du Uno Reverse, comme t'as dit. C'est ça. Mais voilà, ça peut être éventuellement des signes justement de problématiques, mais ça veut pas nécessairement dire que tu l'es. Ça veut peut-être dire que t'as passé beaucoup de temps avec une personne qui t'a peut-être influencé, ou t'as peut-être subi il y a des années, peut-être de ça, des choses qui font que toi aussi, t'as développé des comportements et des attitudes toxiques sans vraiment les vouloir. Mais c'est pas grave, on travaille sur soi, on progresse, on avance, et c'est ça qui est le plus important. Ouais, tu sais, Julien, juste comme ça, mais cette carte-là du Uno Reverse utilisée par les pervers narcissiques, c'est un truc de ouf. Une fois, je me rappelle d'une personne qui avait été pris la main dans le sac, tu vois. Et la seule chose qu'il avait trouvé, tu sais, parce que donc c'est sa copine qui l'avait, qu'il avait pris la main dans le sac. Et en fait, la seule chose qu'il avait trouvé de mieux à faire, c'était de lui dire, mais à quoi tu joues au final? Mais toi, à quoi tu joues là? Non, c'est toi à quoi tu joues en fait. C'est le fait de retourner le problème contre l'autre là. Non, mais on parle de ce que tu es en train de faire là maintenant en fait. Pourquoi tu me dis à moi là à quoi je joue? C'est ça, change pas de sujet. C'est ça. Ah non, mais c'est quelque chose. Donc on est bien sur le terme de stabilité, hein? Voilà, d'accord. Merci Julien, stabilité. Aïe. Donc voilà, en tout cas sur cette question-là, on est hyper vigilant. Tout à l'heure, Samir, je parlais rapidement de l'identité. Je sais pas si tu veux revenir justement sur ce point-là, qui est quand même une clé aussi dans notre approche, dans notre travail, d'être vigilant sur ce qui est rattaché à l'identité. Ouais, exact.
effectivement, en fait, il faut faire attention pour nous et pour notre client, d'accord? En fait, de comprendre que le client n'est pas sa problématique, d'accord? Si un client vient nous voir parce qu'il a des problèmes d'alcool, il n'est pas alcoolique. Il a un problème d'alcool. Si le client qui vient nous voir nous explique que, tu sais, il est addict ou Colérique, qu'il est voilà, il est colérique, qu'il ouais, est il est colérique. désorganisé, qu'il est Exactement. faible, qu'il est timide, qu'il est Ouais, tout ce c'est que tu ça. veux. Bah, la première chose en fait qu'on fait nous avec nos clients, c'est de leur dire écoute, tu n'es pas cette chose-là. Tu as peut-être un comportement appris, développé. Peut-être que tu manques de ressources qui fait qu'aujourd'hui, tu ne sais pas gérer ta colère. D'accord? Mais tu n'es pas colérique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, en fait, pour nous déjà, si on colle cette étiquette-là, on ne le verra que par ce prisme-là et on sera incapable de l'aider à sortir. Et pour le client, bah, si il prend cette étiquette comme faisant partie de son identité, bah, c'est compliqué parce que si tu dis à quelqu'un qui se pense colérique, qui pense que c'est une partie de son identité, libère-toi de ta colère, c'est comme si tu demandais à une partie de son identité de mourir. Et personne n'a envie de mourir. Tu vois? Non. C'est difficile. Non, Ça fait partie de moi. Tu es en train de me dire de me débarrasser de quelque chose qui fait partie de moi. L'alcool, ça fait partie de moi. Ben non, ça fait pas partie de toi. C'est un comportement, c'est une stratégie que tu utilises pour répondre à un besoin, mais ça ne fait pas partie de toi et tu peux trouver d'autres stratégies beaucoup plus saines pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, ça me refait penser là maintenant à une personne avec qui j'ai parlé la semaine passée, qui me dit, je suis borderline. Et en fait, la première chose que je lui ai dit, c'est, OK, attends, on va prendre un peu de recul là. Est-ce que tu t'es fait diagnostiquer, tester? Déjà, au moins ça. D'accord? Ouais, Même déjà. si on prend pas les Est-ce que diagnostics au c'est pied de la Monsieur lettre. Google ou ChatGPT qui t'a diagnostiqué C'est ça. ou Ou Instagram, ou peu importe. oui, ou Instagram aussi, ou TikTok. D'ailleurs, il y a Ou des experts sur TikTok. ouais. Ils Ouais, sont, tellement ils d'experts. sont bardés de diplômes, c'est un truc de ouf. Ah non, mais grave. Diplôme en conneries, ouais. Et en fait, le truc, c'est que, il me dit ça, ok, attends, est-ce que tu as fait un diagnostic? Est-ce que tu as été voir un psychologue ou quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine-là? Le mec, il m'a dit non. Je dis ok, déjà, dans un premier temps, Déjà, on est mal barré. on est mal barré. Voilà, déjà, il y a ce truc-là. Et même si tu t'es fait, t'es fait diagnostiquer, ce n'est pas ton identité. Tu aurais potentiellement, si demain tu te fais diagnostiquer et qu'on te diagnostique un trouble borderline, tu auras un trouble borderline. Mais ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas borderline. D'accord? Et même si tu avais ce trouble-là, ben en fait, ça ne définit pas qui tu es et ça ne n'empêchera pas le fait que tu peux développer des stratégies pour dépasser ça en fait. C'est une caractéristique, c'est une problématique certes, avec son lot de difficultés, mais ça ne te condamne pas en fait. Et de souvenir, il a fait le diagnostic. Bah après, je sais pas avec qui il l'a fait. Faudrait que je rediscute avec lui, mais apparemment, il l'aurait fait le diagnostic. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Et il dirait, d'après le diagnostic, il aurait ce trouble borderline. Mais même là, c'est moi qui le dis, hein, d'accord? Eh ben, en fait, le diagnostic n'est pas gage de quelque chose de sûr à 100%. D'accord? Non, et puis en plus, est-ce que c'est définitif, pas définitif? C'est Est-ce que ça aussi, c'est ouais. lié à Quel un contexte niveau? particulier? Ouais. Bon, après, on ne sait pas dans quelle mesure le test a été fait, les conditions d'évaluation, etc. Ouais. Mais Il y a aussi le fait que lui, qui est persuadé et qui pense être borderline, que ça fait partie de son identité, ben, ce filtre-là qu'il a utilisé pour répondre aux questions, parce qu'en plus, bah, il s'est renseigné, il a entendu des trucs par-ci par-là, etc. Donc en fait, peut-être que tout ça aussi, ça a conditionné son test. Et c'est ça, en fait, c'est de là où tu vois à quel point c'est vicieux de fusionner, en fait, son identité avec quelque chose, avec un trouble, une problématique. Oui, c'est ça, parce que avoir un trouble, c'est une chose, être son trouble, c'en est une autre, et ça, ça devient une prison très très rapidement. Donc on fait très attention à ça. Fait que tout ça, si tu veux, toi qui nous écoutes, pour te dire que il y a beaucoup de métiers où ces problématiques-là peuvent se présenter. Faut être vigilant sur le cadre qu'on va poser. Faut être vigilant sur tout un tas de choses. Je suis beaucoup sur LinkedIn, je suis beaucoup de posts, je regarde un petit peu ce qui se partage, etc. Et combien de fois je vois en fait des posts passer en mode
Bah, tu sais, moi, dans mon entreprise, j'ai embauché quelqu'un qui avait a priori pas l'expérience ni les diplômes, et il a été bien meilleur que quelqu'un que j'avais embauché juste Mhm. avant, où ça a été une catastrophe, qui avait de l'expérience et qui avait un diplôme dans un domaine spécifique. Ça peut aussi s'appliquer là. C'est de voir quelqu'un, en fait, qui est en face de toi, et parce que tu te dis, bah, en fait, il est trop jeune, il a pas assez d'expérience, il est trop vieux, il a pas tel diplôme, il a pas tel truc, il a pas tel machin. En fait, on est tellement pris dans une espèce de grille d'analyse, de perception, un cadre de référence qui est devenu figé et qui est devenu vraiment très 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 problématique, qui fait que, bah en fait, ça marche pas. Tu te forces à faire des trucs qui font aucun sens, tu te forces à collaborer avec des gens qui sur le papier sont les bonnes personnes, mais qui en fait vont te foutre le why dans ton entreprise comme jamais, et finalement tu passes à côté de pépites qui vont aller ailleurs ou qui vont se lancer par eux-mêmes. Je pense à Lisa, c'est son prénom, je crois, qu'on avait Lisa. reçu dans Oui, le podcast. oui, C'est Lisa, hein, Lisa, ouais, c'est ouais. ça. Lisa, à qui on a refusé en fait des postes à temps plein et des postes vraiment importants dans le cadre de l'accompagnement aux études, à l'éducation, parce que bah pas la bonne culture, parce qu'elle porte le voile, parce que tout un tas de choses, et qu'en fait les mêmes qui refusaient de bosser avec elle et de l'embaucher font appel à elle à travers ses services, à travers sa propre Et il entreprise, la paye et encore, il la il la paye paye encore plus beaucoup cher. plus cher. C'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les mecs remettaient en question votre cadre de référence. C'est normal d'en avoir un. Mais faites bouger le curseur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans votre cadre de référence, qui sont les premiers freins à votre réalisation, à votre épanouissement, à votre progression. C'est ces foutus points-là, c'est pas autre chose. C'est ces points de référence que vous utilisez comme des vérités absolues. Et quand je dis vous, on se met dedans avec Samir. On est tous pris dans le même truc. Mais c'est vraiment de se remettre en question. Et finalement, cette histoire qu'on t'a racontée au début, ce partage qu'on te fait sur justement cette expérience de Rosenan, bah, ça nous démontre qu'il y a tout ça et qu'il faut vraiment être vigilant. Ouais. D'ailleurs, Donc, c'est drôle parce que Samir, tu parles de Lisa, Ouais, vas-y. mais ouais, j'ai repensé à une amie, ça n'a rien à voir avec ce sujet, mais c'est Sandra. Alors, coucou si tu nous écoutes, Sandra, ça fait un moment que j'ai pas demandé de ses nouvelles. Qui, elle, est coach dans l'équipe de France. Ah non, elle est pas coach dans l'équipe de France, mais elle coach les enfants atypiques dans l'équipe de France de gymnastique, en fait. Et en fait, elle n'a pas été prise dans la fédération ou dans l'équipe parce qu'elle porte un voile, d'accord? C'est une fille qui est reconvertie. Par contre, vu qu'elle est hyper compétente, bah, en fait, on va la payer 2 fois plus cher pour qu'elle vienne d'extérieur, parce que si elle vient de l'extérieur, c'est OK. Mais si elle travaille dans l'équipe, là, c'est pas OK parce que, il y a toute l'image et tout le truc. C'est fou, hein. Mon Dieu, on marche sur la tête, sérieusement. Ouais. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon. Ouais. Bon. Dissonance cognitive totale. Ah ouais, non, mais moi, ça bug dans mon cerveau, ce genre de conneries. On veut bien travailler avec toi, mais caché, d'accord? Tu te caches, là, on te paye plus cher si tu veux, mais loin, là, tu sais, dans la petite cabane, là, au fond. Puis tu portes pas nos couleurs, et surtout, tu dis pas que tu bosses avec nous. C'est ça. What the fuck. Bref. On respire, c'est pas grave, c'est pas grave. Un jour, le monde arrêtera de marcher sur la tête. Un jour, on va peut-être. C'est peut-être pour ça. Je sais pas si on marche sur la tête, c'est pour ça qu'on perd nos cheveux, nous, mais j'en sais rien. Probablement. Ça se trouve, on marche aussi sur la tête. On doit trop spinner sur la moquette, sûrement. Bon, allez. On continue. On continue. Absolument. Alors, à travers tout ça, on t'a déjà partagé plein d'éléments, mais comment dépasser ça en tant que personne, en tant qu'individu, chacun à notre niveau. Alors, déjà, c'est vraiment de se méfier des étiquettes définitives. Je suis TDAH, je suis dépressif. C'est pas une identité. On arrête le je suis. J'ai un trouble, j'ai une difficulté, j'ai un challenge. J'ai une particularité. Voilà. Je ne suis pas hypersensible. J'ai une hypersensibilité. Tiens. C'est ça. Excuse-moi. J'ai un système qui est hypersensible, mais je ne suis pas hypersensible. C'est pas mon identité. C'est une caractéristique. Donc, et là, on n'est pas en train de jouer sur les mots parce que j'en vois venir avec leurs gros sabots là. Oh oui, c'est juste une phrase. Tiens, d'ailleurs, en parlant de c'est juste une phrase, il y a une étude qui est ressortie il y a pas longtemps. Et je trouve ça magnifique parce que ça vient nourrir un peu plus notre... Dans tes dents. Je rigole. Exactement. Notre vision des choses, et c'est toujours agréable d'avoir des études qui viennent confirmer ça. Mais il y a une étude qui a démontré, en fait, que
selon la langue que l'on parle, on a un rapport au temps qui est différent. Et je te parle pas de la météo, je te parle du passé, présent, futur. Oui, on en avait parlé. Et ça a un impact direct sur le potentiel d'économie que tu fais de ton argent et de ton placement financier. Et en fait, il y a une étude qui a démontré que les personnes qui parlent français, qui parlent anglais, qui parlent allemand, qui parlent chinois, qui parlent japonais, n'ont pas en fait du tout les mêmes dynamiques. Et en fait, que ces personnes-là soient dans une culture différente, ce qui joue un rôle très important, mais qui soient aussi dans le même milieu, dans la même culture, dans la même société, mais qui ont en fait un usage d'une langue différente, qui vient en fait transformer la réflexion, qui vient transformer la pensée, qui vient transformer tout un tas de choses. Ouais. Et en fait, la manière dont on parle, comment on produit finalement nos phrases, comment on fait nos paragraphes, par quoi on commence, comment on conjugue, quelle est la syntaxe, quelle est la grammaire qui est utilisée, quels sont les mots-clés qui sont utilisés. Tout ça, en fait, tu le retrouves dans les travaux fantastiques de justement la grammaire générative de Noam Chomsky. Si jamais ça t'intéresse, va regarder ça, va fouiller de ce côté-là et tu vas te rendre compte que la grammaire qu'on utilise génère des process cognitifs qui sont différents en fonction de comment tu parles, comment tu conjugues, où est ton adjectif, où est ton sujet, où est ton verbe, comment est-ce que tu construis ta phrase. Et ça, c'est tout ce qu'on enseigne justement à l'Institut. Et c'est pour ça que avoir la bonne formulation, la bonne question, la bonne tournure de phrase, ça n'aura pas du tout le même impact. Et c'est pas en t'achetant un bouquin avec une liste de 500 questions que tu as à poser en coaching que tu vas faire une différence. Parce que si tu sais pas pourquoi telle question est formulée de telle façon, en fait, il se passera rien. Parce que tu vas appliquer bêtement ce qui est marqué sur le manuel, mais tu ne détiendras pas entre tes mains la structure linguistique dont tu as besoin pour pouvoir impacter efficacement les autres. Bref, voilà, je m'écarte un peu, mais je t'avais c'est tellement filé intéressant. une vidéo récemment et ça tilte encore. Mais tu sais, avec les langues en fonction le nombre de mots en fonction des langues, en fait, ou par exemple en français, on estime à peu près entre 100 000 et 150 000 mots courants, mais il y a beaucoup plus de mots disponibles. Il y a l'anglais où il y a beaucoup plus de mots, il me semble, et je t'avais montré l'arabe aussi. L'arabe, il y a 12 millions de mots en arabe. On se rend pas compte en fait en fait, même moi en tant que très très riche. Elle est hyper riche. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ça ouvre parce que t'imagines la nuance. En fait, la nuance des mots va venir impacter, quand tu sais bien parler, quand tu connais encore une fois beaucoup de mots, d'accord, va venir impacter ta vision du monde. Si tu prends par exemple en arabe le nombre de mots qui existent pour parler de l'amour, pour parler de certaines émotions, pour parler de certaines choses, en fait, un mot peut vouloir dans son contexte dire d'autres choses, mais en plus, il peut y avoir 10 000 mots, par exemple, pour parler de l'amour. Et en fait, parfois, quand on traduit une œuvre, du coup, de l'arabe au français, mais il peut y avoir d'autres œuvres, comme le français, qui est une langue très très riche. Si on la traduit dans une autre langue, on perd, quoi qu'il arrive, en fait, cette nuance et cette largesse de compréhension, en fait, quand on la traduit. Et c'est ce qui donne lieu aussi parfois à une mauvaise interprétation. Moi, par exemple, qui lis le Coran, tu sais, je le lis, je ne maîtrise pas, je sais parler l'arabe. Maintenant, j'ai pas un large panel de compréhension du mot arabe, d'accord? Donc, je me réfère beaucoup plus aux travaux d'autres personnes, mais j'aimerais bien apprendre. En fait, souvent, il y a des moments où je vais lire je vais lire plutôt des traductions en français, plus pas pour comprendre le texte dans son ensemble, mais au moins pour avoir une première lecture. Et je sais que cette lecture-là, elle est très limitée. C'est peut-être même pas 1% du potentiel de ce qui est dit. Donc, tu vois, c'est vraiment de comprendre que au plus ta langue en plus, toi qui nous écoutes, qui est français, sache que la langue française, elle est hyper large. Elle est pas aussi large que d'autres langues, mais elle est très, très large. Au plus tu vas élargir le nombre de mots, ton vocabulaire en français, au plus tu vas avoir une vision du monde qui va être hyper large, hyper nuancée, hyper colorée que d'autres personnes n'ont pas. Et une bien meilleure gestion de ce qui va se passer dans ton quotidien. Je le répète encore aujourd'hui dans ce podcast. C'est comme les émotions et tout. Plus tu as un vocabulaire avancé et détaillé et nuancé pour parler de tes émotions, plus ta capacité à gérer tes émotions est grande. Ouais, c'est ça. C'est bête, mais
quelque part, je pense qu'on pourrait faire un lien direct entre la violence qu'on va retrouver chez des individus qui sont dans des communautés qui sont malheureusement moins axées sur l'éducation, sur l'apprentissage, qui ont moins tourné leur attention justement sur la diversité de l'apprentissage, que finalement chez des personnes qui vont avoir accès à beaucoup d'apprentissage, d'éducation, de connaissances, où finalement on aura beaucoup moins de passage par la violence, mais beaucoup plus d'expression par la parole. Parce que quand tu peux pas t'exprimer par la parole, la seule chose qui te reste, c'est soit de passer par l'art, et ça peut être une excellente chose, soit c'est de passer par le corps. Et là, ça peut être de la violence. Et ça, il y a un lien direct entre les deux, on peut pas le remettre en question. C'est impossible. Donc voilà, bref. On s'éparpille pas. J'arrête de m'éparpiller. Je ferme ma bouche. Non mais c'est pareil, hein, je lance la conversation, je lance le truc. Ah tiens, ça me fait penser. Ah, donc je suis tout autant responsable, sinon plus aujourd'hui. Donc rappelle-toi que tout diagnostic c'est un outil, pas une prison. Point suivant, être curieux et nuancé, ça va être super important. Chaque personne est bien plus que ce qu'on projette sur elle. Donc sois curieux, curieuse d'apprendre, de découvrir un peu plus. Laisse la possibilité aux gens d'être plus que ce que tu penses qu'ils sont. Réapprends à écouter au lieu de simplement catégoriser. Défendre une psychiatrie qui est plus humble, qui sait reconnaître ses limites et qui tend à faire évoluer son cadre de référence. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là en train de dire à mort les psychiatres, pas du tout. Ah, pas du tout. D'ailleurs, on vous salue. On vous salue. Ils vont nous cracher dessus là. Non, mais on les salue puis on les remercie du fond du cœur du travail qu'ils font. Parce que, comme beaucoup de professionnels de santé, il y a de moins en moins de moyens, il y a de moins en moins de financement, c'est pas un boulot il y a de moins en moins d'établissements et il y a de plus en plus de demandes. Ouais. Donc, c'est toujours pareil. Continuez à faire votre boulot. Il est super important. On se souhaite simplement que cette discipline, comme tout un tas d'autres, devienne de plus en plus humble et s'ouvre de plus en plus à reconnaître ses propres limites et à remettre en question son cadre de référence pour aller vers quelque chose qui est encore plus efficace et encore plus positif et encore plus bienfaisant pour la population. Exactement. Et puis dernier point, c'est cultive l'empathie. Parce que quand tu réduis pas les autres à leur comportement ou à leurs troubles, mais que tu les vois dans un ensemble et que tu laisses leur identité s'exprimer sous le meilleur angle possible, là tu te rends compte que les gens peuvent te surprendre sur bien des points, mais pour ça, il faut être dans l'empathie, il faut être dans l'écoute, l'accueil, la bienveillance, et il y a que ça qui pourra faire évoluer les choses. Exactement. Ouais, voilà, écoute, je pense qu'on a fini. Et encore une fois, je refais un petit coucou aux psychiatres. On est vraiment de comprendre que oui, notre titre est un peu putaclic, ça pique un peu et c'est fait exprès, d'accord ? On l'assume pleinement, d'accord ? Et juste voilà, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui font un travail extraordinaire qui est pas facile. Des fois, ils rentrent à la maison le soir, ils sont lessivés parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui souffre en fait en face et ils épongent comme ça toute la journée. Il y en a d'autres. C'est un boulot qui est très exigeant. Ouais, bon, il y en a d'autres qui prennent ça. Il y en a d'autres, c'est des gros cons. Excuse-moi. Tu les vois 5 minutes, ils font une ordonnance. Merci, bonsoir, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. Il y a des cons partout. Problème. Il y a des cons partout. Mais voilà, que c'est un métier, en tout cas, qu'on espérerait comme toute autre chose. Hein, c'est aussi pour ça qu'on en parle. C'est pour que ça bouge un peu. On espère que, alors, avec beaucoup d'humilité, hein, c'est pas nous qui allons faire bouger le truc à travers notre podcast. Mais si en tout cas ça touche 2-3 personnes et que ça peut remettre en question et dire tiens, regarde, c'est intéressant. Et aussi pour les coachs, parce que c'est aussi à eux qu'on s'adresse, ou aux thérapeutes qui pratiquent aussi le coaching. Voilà, faites attention parce que ces mêmes biais, vous pouvez tomber dedans. Toi qui nous écoutes, tu peux tomber dedans. Et ça va être important de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir avancer de la bonne manière pour toi et pour les autres. Parce que ça peut te nuire à toi, mais ça peut nuire aussi aux autres personnes autour de toi. Donc, Julien, est-ce qu'on fait un petit instant pub pour l'Institut Merlin quand même ? Mais absolument. Toi qui nous écoutes, si tu as un projet professionnel qui te tient à cœur, que tu as envie de te former au coaching, mais correctement, pas juste quelques semaines de formation, que tu veux en fait tout un programme qui couvre absolument tous les aspects que tu as à connaître, qui descend en profondeur dans la psychologie de l'humain, qui te donne des outils validés scientifiquement, que tu veux une reconnaissance par un diplôme en fait qui va être reconnu, qui va être valide absolument partout, une certification valide, sache qu'à l'Institut, on a développé justement tout un parcours pour toi, pour t'accompagner dans ton projet professionnel, dans ta certification. On t'accompagne, même si tu le souhaites,
à aller chercher d'autres certifications en plus à côté si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais. On est là pour te superviser. On est là pour t'accompagner dans ta pratique. Tu n'es pas laissé de ton côté. C'est pas des cours que tu suis juste en ligne et merci, bonsoir, tu poses une question à l'écrit et on te répond 3 semaines plus tard. C'est des lives qui sont faits toutes les semaines. C'est des rediffusions qui sont disponibles de ton groupe et des groupes précédents. C'est aussi des partages. C'est des mises à jour régulières de ton parcours de formation. C'est tout un suivi qui est mis en place sur 2 années au complet. C'est la possibilité d'avoir la supervision par la suite. C'est de la possibilité aussi d'apprendre des stratégies de coaching et des outils que tu ne trouveras nulle part ailleurs, puisque, pour rappel, l'Institut Merlin, c'est aussi un institut de développement du coaching et de recherche dans le coaching. Donc, il y a des choses que tu trouves chez nous que tu ne trouveras pas ailleurs. Alors, bien sûr, on fait notre pub. Bien évidemment, on parle de tout ce qu'on apporte. Mais si jamais ce qu'on propose n'était pas adapté à ce que tu recherches, à ce que tu veux, on te forcera pas, bien évidemment, à venir chez nous et on pourra te conseiller sur d'autres centres qui existent en fonction de là où tu habites et de ce qui est disponible. Mais sache que vraiment, l'Institut, il est pensé, il est réfléchi pour t'apporter tout ce dont tu as besoin de A à Z, de ton apprentissage à ta certification jusqu'à ton installation professionnelle et aux stratégies que tu dois mettre en place sur le terrain pour avoir des clients et avoir une activité lucrative. Merci Julien. Alors moi je vais t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast. S'il t'a plu, et même s'il ne t'a pas plu, peut-être qu'il plaira à d'autres personnes. Exactement. En tout cas pour essayer de faire un peu plus bouger les choses et puis d'aller vers un monde en tout cas meilleur, on espère. Hein. C'est un monde un peu plus avec un peu plus de tolérance, de bienveillance en tout cas vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.